Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café et on répète un exercice pratique qui a été initié par Guillaume Poggiaspala depuis quelques temps maintenant autour de l'installation de ses propres services d'intelligence artificielle générative. On a parlé par le passé d'installer son propre chat GPT. On a parlé dans le passé également d'installer son propre service Stable Diffusion. Plus récemment, Guillaume a pris le temps de nous apporter un patch pour s'actualiser sur les modèles de langage. Et forcément, il se devait de faire le même exercice autour de Stable Diffusion parce que les choses changent tout aussi vite. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve donc l'auteur de ces épisodes, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Bon, écoute, merveilleux, on ne change pas du coup un exercice qui semble recueillir de l'intérêt pour les auditeurs. Et juste avant de parler de génération d'images actualisées en cette époque de février 2024, je voulais juste ressouligner l'importance qu'il y a à ce que vous puissiez évaluer Tech Café sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et déposer des étoiles sur Spotify parce que ça permet aux auditeurs qui découvrent le podcast et qui se risqueraient à écouter un épisode d'y aller de manière un peu plus confiante en étant assez persuadés que ça leur apportera une véritable information et que ça contribuera à les divertir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec nous sur techcafé.fr dans les commentaires, sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, et à envisager, comme déjà de nombreuses personnes le font, un soutien financier récurrent avec Patreon, patreon.com/techcafé. C'est la mécanique des petites rivières qui font les grands fleuves parce que, avec la force du collectif, il y a un vrai accompagnement que vous faites maintenant depuis plus de 10 ans derrière la réalisation de Tech Café. En contrepartie et en échange de quelques euros par mois, vous profitez du flux du podcast sans la pub et éventuellement même des lives qu'on essaye d'organiser mensuellement avec des thématiques participative, comme ça a été le cas en février, avec l'application Obsidian, prise de notes, qui vous a beaucoup intéressé. Guillaume, on avait parlé dans les épisodes spéciaux de Stable Diffusion de comment générer nos propres images, alors parfois plus ou moins rapidement, mais enfin toujours avec la possibilité de le faire, même avec des toutes petites ressources. Et l'histoire semble se confirmer, comme avec les modèles de langage, c'est que ça arrive de toutes parts, ça change tout le temps. Enfin non, ça change pas tout le temps, ça accélère. Il y a des nouvelles ressources qui permettent encore de repousser les limites. Est-ce que c'est le cas aussi donc pour Stable Diffusion ? Oh bah oui, écoute, en ce qui concerne Stable Diffusion, il y a aussi pas mal de nouveautés très conséquentes. Il y a les IP adapteurs, il y a de nouveaux contrôle net, des nouveaux modèles, il y a la vidéo bien sûr, il y a des modèles qui passent le turbo. Ah, la vidéo. Il y a énormément de choses qui se sont passées en réalité depuis la dernière fois quand même. Encore une fois, et comme je l'ai dit d'ailleurs pour les modèles de langage, la base reste vraie, c'est-à-dire comment ça fonctionne Stable Diffusion, les VAE, tout ça, ça change pas. Bien entendu, heureusement, il y a quand même beaucoup de choses qui restent tout à fait valables. Et d'ailleurs, les modèles qui ont été recommandés la dernière fois restent eux aussi valables. Ils sont toujours là, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y en a encore beaucoup plus. Tout simplement, le nombre de modèles sur CVTI explose littéralement. CVTI lui-même a pas mal changé, d'ailleurs, il a littéralement explosé. Maintenant, il y a des histoires où vous pouvez poster vos modèles, vous pouvez gagner des monnaies virtuelles avec, vous pouvez générer des trucs directement sur site, enfin bon. Ça a beaucoup changé, mais il y a toujours énormément de modèles que vous pouvez télécharger n'importe où. C'est impossible de parler de tous, hein. Les Dream Shaper, les Epic Realism sont toujours des valeurs sûres, les Anything pour les mangas sont toujours aussi des valeurs sûres, il n'y a pas de problème. Pour SDXL, on peut citer Juggernaut XL ou Gmix Realistic XL pour le photoréalisme, qui sont vraiment très bons. Il y en a quantité d'autres. Il y a même de nouveaux modèles qui sont pas des modèles Stable Diffusion, qui sont des modèles analogues, mais qui sont pas des modèles Stable Diffusion. Il y en a un qui s'appelle Playground V2, qui est pas donc un dérivatif, qui est un modèle qui se targue d'être préféré 2,5 fois plus souvent à SDXL par ses qualités esthétiques. Donc voilà, vous pouvez essayer de l'essayer. Je pense que, alors, il y a quelque temps, il fallait être un petit peu méfiant avec, parce il était un petit peu différent de Stable Diffusion. Je pense que comme Fiui est donc complètement compatible maintenant, puisque j'ai pas eu de problème à l'utiliser. Voilà. Bon, si vous avez une GPU peu puissante et que vous êtes intéressé par aller un petit peu au-delà de SD 1.5, parce que voilà, je vais pas revenir sur toutes les versions de Stable Diffusion, hein, donc il y a la version 1.5 et la version SDXL. Donc si la version SDXL est un petit peu grosse pour votre GPU, vous serez peut-être intéressé par SSD 1B, qui est une version distillée, comme on dit, comme ils disent,
de SDXL qui est J'aime bien cette compressé. image distillée. Tu sais, Elle est tu imagines distillée. bien les alambics pour prendre C'est ça. l'essence même du produit. Mais c'est exactement l'idée J'adore. en fait. C'est-à-dire que distiller un modèle, effectivement, c'est virer tout ce qui est accessoire finalement pour ne garder que la substantifique moelle. Là, tu vois, Oh. ils trouvaient que c'est ça. Et donc, alors, il s'appelle 1B parce qu'en fait, c'est un modèle qui compressait 1 milliard de 1 paramètres, milliard. hein, tout simplement, de SDXL. Donc, il est beaucoup plus léger et donc aussi plus rapide et il conserve une bonne qualité, vraiment. C'est Segmind qui a fabriqué ça. Et donc, il existe quelques LoRa aussi pour lui. Mais en fait, il est quand même beaucoup moins populaire que le full SDXL, hein, qui reste quand même. Voilà. SD 1.5 et SDXL, ça reste quand même les stars. Donc, Mhm. dans la même veine, on a aussi, dans la même veine, des modèles qui sont plus rapides, on va dire, à la génération. On a tous les modèles qui sont estampillés turbo. Donc, il y a SDXL Mhm. Turbo, qui a été dévoilé par Stability AI il y a quelques mois de ça. On en avait parlé, hein, d'ailleurs, il me semble bien, dans les épisodes hebdomadaires. Et bon, franchement, c'était pas brillant. Oui, c'était rapide, mais c'était en basse résolution et c'était pas d'une qualité fantastique. Enfin, moi, les tests m'avaient pas du tout convaincu à l'époque. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup mieux. Voilà, il y a des modèles qui ont été fine-tunés, tout ça, de SD Turbo, qui sont bien meilleurs que l'original. Ça a donné naissance à tout un tas, en fait, de fine-tune dit turbo. Donc, c'est des modèles accélérés qui sont capables de générer en 3-5 étapes, parfois un peu plus. Et on peut citer par exemple Turbo Vision XL, qui est relativement correct en fait, hein, et qui converge assez vite. Tout ça, ça s'utilise avec des CFG très faibles, entre 1 et 2. Alors, si vous, voilà, quand je parle d'étapes de calcul, de CFG, tout ça, je fais référence à des trucs dont j'ai parlé dans le premier épisode de Stable Diffusion, Mhm. sur Stable Diffusion, et qui n'ont pas changé. Hein, voilà, les images se génèrent donc étape par étape, hein, on part d'un bruit comme ça, et de manière itérative, étape par étape, on arrive à une image, donc ça converge vers une image, tout ça, ça n'a pas changé. Le CFG, c'est quelque chose qui est devenu... alors, on avait expliqué dans le premier épisode que le CFG, en fait, c'était la force avec laquelle le modèle allait suivre le prompt, c'est-à-dire allait suivre les instructions de texte pour générer son image. Alors, qui est toujours le cas, hein, ça n'a pas changé, sauf que actuellement, les modèles qu'on utilise, qui sont beaucoup plus rapides, les modèles SD Turbo et les LCM, dont on va parler juste après, c'est des modèles qui utilisent un CFG très faible, et en réalité, le CFG, en tant que mesure de l'adhérence au prompt, c'est devenu un petit peu moins, voilà, c'est devenu un petit peu moins intéressant parce qu'en général, on utilise des valeurs qui sont vraiment, vraiment, vraiment très faibles. Alors effectivement, même des modèles comme Turbo Vision XL sont pas de qualité équivalente à un modèle non turbo utilisé avec voilà, avec les méthodes de rendu standard, quoi, avec Mhm. un Euler ou avec un truc comme ça. Donc, par contre, il y a d'autres manières d'aller plus vite, et la manière qui est probablement la plus intéressante, à mon avis, c'est les LCM. Les LCM, c'est les Latent Consistency Models. Alors là, il faut vraiment en parler parce que c'est super intéressant. C'est une méthode qui accélère le rendu. En fait, la convergence des images, elle est beaucoup plus rapide, elle se fait en général en 4 étapes, et elle est aussi efficace que pour les modèles turbo, et en général, c'est même un peu meilleur au niveau Ah ouais. qualité. C'est vraiment très cool, c'est très flexible surtout. Et c'est surtout ça, aussi pour ça que c'est vraiment très intéressant, c'est parce que c'est très flexible. En pratique, pour transformer n'importe quel modèle en modèle accéléré, il suffit de lui appliquer un LoRa. Vous téléchargez le bon LoRa et sur le modèle que vous voulez accélérer, et vous pouvez converger beaucoup plus vite. Donc c'est pratique, parce que si vous téléchargez un modèle turbo, il faut télécharger le modèle entier, quoi. Là, non. Vous téléchargez le LoRa qui va bien pour la version du modèle que vous voulez utiliser, et n'importe quel modèle est accéléré. En fait, il n'existe que 3 LoRa LCM. Il y a un LoRa pour SD 1.5, un LoRa pour SSD 1B et un LoRa pour SDXL. Et il faut bien appliquer celui qui correspond à la bonne version du modèle que vous utilisez. Donc ensuite, il vous suffit de... Donc vous appliquez le LoRa, et ensuite vous sélectionnez le sampler LCM, donc c'est un sampler particulier, vous ne pouvez pas utiliser Euler ni DPM, vous ne pouvez pas utiliser ce que vous voulez, mais vous pouvez utiliser que LCM, et le scheduler, vous pouvez l'utiliser SGM Uniform. Et après, en 4 étapes, vous avez une image qui a convergé. C'est à tel point que ça rend même envisageable le rendu sur CPU de manière assez sérieuse en réalité, parce que, bon, j'avais dit la dernière fois probablement que si vous utilisiez par exemple comme FIUI, vous pouviez très bien faire le rendu sur CPU, mais qu'évidemment c'était assez lent, hein, et c'est d'autant plus lent que vous aviez des images assez grandes. Et si vous voulez, même pour une image à 512 par 512, ça prenait plusieurs minutes. Là, vous avez bien compris que si vous utilisez un LCM et qu'en 4 étapes c'est plié,
eh ben, vous utilisez 5 fois moins de calcul que si vous utilisez les 20 étapes que je recommandais la dernière fois. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'en multipliant par 5 la vitesse de rendu, et vous pouvez carrément imaginer faire des rendus Stable Diffusion sur CPU si vraiment vous n'avez rien d'autre. Si vous n'avez pas du tout de GPU, ou une très vieille GPU, vous pouvez rendre une image en 512 par 512 en quelques dizaines de secondes sur un quadricœur avec un Ah, LCM. ça permet quand même de rendre hyper accessible la démarche d'expérimentation au plus grand nombre. C'est génial. Absolument, c'est pas idéal, Ah, mais ça c'est top. fonctionne et vous Ouais. pouvez faire un rendu purement, purement CPU. Et ça OK. change pas mal de choses. Hein. Alors évidemment, si vous avez au contraire une GPU puissante, ça vous ouvre carrément les portes à des modifications en temps réel. Parce que ça va tellement vite qu'en fait, voilà quoi, le temps que vous cliquez sur des trucs, c'est fait quoi. Et d'ailleurs, dans ComfyUI, vous pouvez très facilement avoir vraiment un rendu en temps réel, avec beaucoup de simplicité, puisque vous avez une option dans les extra options qui s'appelle AutoQueue, et en fait, le rendu se relance automatiquement dès que vous changez un truc. Ce qui fait que vous pouvez, si vous avez une CPU très puissante, vous pouvez changer un réglage et voir quasi immédiatement la répercussion Ah, sur votre image. Donc si vous avez il faut au moins une 3060, je dirais, ou un truc comme ça, hein, pour avoir ce genre de truc. Et peut-être mieux, c'est encore mieux. Mais voilà, vous avez vraiment les deux extrémités, quoi. C'est-à-dire, si vous avez vraiment rien, vous pouvez quand même rendre quelques images, ça marche quand même. Si vous avez au contraire une GPU puissante, vous pouvez avoir du temps réel. Et bon, avant de passer au logiciel, on peut aussi mentionner, au chapitre des performances, qu'on a deux autres manières d'accélérer Stable Diffusion, via DirectML et via TensorRT. Alors DirectML, qui est par exemple disponible avec ComfyUI, et probablement avec d'autres, mais bon, il faudra regarder. En fait, ça permet d'utiliser toute GPU qui soit compatible avec DirectX 12, et donc toutes à peu près. Et du coup, ouais. ça permet de profiter de ces cartes AMD, ou Intel aussi. Donc ça, c'est un truc qui est très intéressant et qui commence à se développer. Donc DirectML. Et d'autre part, TensorRT, à l'inverse, est réservé aux possesseurs de cartes NVIDIA, de génération 2000 ou supérieure. Hein. Et c'est concrètement une manière de convertir les modèles pour qu'ils profitent de l'accélération des Tensor Core, en fait, sur les GPU qui en possèdent donc, hein, du coup, donc les 2000 et supérieurs. Alors, TensorRT, donc, en fait, ça vient de NVIDIA directement, hein, qui a fourni les codes pour ça, qui ne sont pas implémentés de base dans tous les logiciels. Et donc, c'est là que c'est un petit peu emmerdant. Bon, il y a une extension pour Automatic 1111, par exemple. Dans ComfyUI, le support est très basique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle net, pas de fonction avancée. Et ça vient de la manière dont ça se passe, qui est un peu lourdingue, il faut le dire. Qui est un peu trop. C'est pas trop compliqué à mettre en place, mais bon, c'est un truc un peu lourdingue. En vérité, vous allez installer l'extension de TensorRT. Alors, soit via l'URL GitHub, soit si c'est inclus directement dans la liste, hein, sur Automatic, par exemple. Et ensuite, vous aurez un nouvel onglet. Voilà, et là-dedans, quand vous trouvez TensorRT, vous allez devoir créer un profil différent pour chaque modèle que vous allez utiliser. Et ça va nécessiter une conversion un peu longue, mais qui sera faite une fois pour toutes. Et après, par contre, ça marche très bien. Effectivement, ça accélère les choses. Dernière remarque dans la section performance, il existe un spin-off d'Automatic 1111, qui est assez nouveau, je crois, enfin, qui est un peu plutôt, à mon avis, qui n'existait pas à l'époque, quoi, qui s'appelle Forge. Donc le bon vieil Automatic a évolué, hein, lui aussi, hein, bien sûr, il intègre les LCM, hein, par exemple, puis la plupart des nouveautés dont on va parler après, mais il en existe une autre version qui s'appelle Stable Diffusion Web UI Forge. C'est un fork qui rajoute des fonctions et qui essaie d'être la plus optimisée possible. Donc l'utilisation de la mémoire est réduite, ça va plus vite. C'est d'autant plus vrai que vous avez une carte modeste d'ailleurs, hein, c'est d'autant plus utile. Vous avez une carte qui a 6 à 8 Go de RAM, quoi. Alors, vous pouvez faire du Stable Diffusion avec 4 Go, c'est pas idéal. C'est pas possible si vous êtes pour SDXL, mais bon, voilà, avec 6 Go, vous pouvez commencer à vous amuser. Donc Forge intègre aussi des samplers inédits, dans Automatic. Alors voilà, justement, j'avais dit, vous pouvez pas utiliser LCM avec n'importe quoi, mais justement, avec Forge, vous pouvez essayer d'utiliser LCM avec le scheduler Keras, par exemple. Donc voilà, encore une fois, je fais référence à des choses dont j'ai parlé dans le premier épisode, je peux pas tout réexpliquer. Keras, c'est si vous voulez savoir exactement ce que c'est, je vous renvoie à l'épisode d'avant, quoi. Donc, Donc, il faut augmenter le nombre d'écoutes de toute façon, tu vois, c'est et c'est important de renvoyer exactement les ça, gens. voilà, c'est exactement ça. Oui, non, alors, voilà, il y a des samplers spécifiques aussi pour les modèles turbo, etc. Donc, il possède un onglet, d'ailleurs, Stable Diffusion Vidéo aussi, qui pourra permettre d'utiliser directement les modèles vidéo, dont on parlera un petit peu plus tard. Il rajoute aussi pas mal d'options de lancement. Alors, j'ai pas beaucoup testé, je l'ai découvert il y a peu, en fait. Hein. Et bon, c'est vrai que c'est rapide. Après, concernant la mémoire, avec SDXL,
je vois pas une différence énorme. Personnellement, j'ai 8 gigaoctets et c'est toujours un petit peu juste. Mais bon, moi, de toute façon, je préfère Comfy de toute façon, comme logiciel principal, hein. Mais bon, c'est à tester. Et bon, puisqu'on parle des logiciels, bah écoute, on va y passer tout de suite. On va faire Ouais, une petite parce qu'il y a plein de mises revue, à jour aussi, hein, voilà, j'ai l'impression. de ce qui a évolué, si tu veux. Alors, évidemment, il y a toujours l'application NMKD pour Mhm. PC, qui est, voilà, qui s'est pas mal enrichie, qui est toujours là. Elle a plus de loaders. Bon, ça veut dire qu'elle supporte plus d'architecture de réseau, en réalité, parce qu'il y a plus de, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais disons que voilà, il y a plusieurs formats. On avait parlé des formats de fichiers un petit peu avec les modèles de langage. Ben là, c'est un peu pareil. En fait, même pour Stable Diffusion, il y a plusieurs formats. Pour le même Stable Diffusion, il peut être livré en plusieurs formats. Et en Ok. réalité, vous n'avez pas à vous en soucier au début, sauf si vous êtes sur AMD. Parce que si vous voulez profiter de DirectML, par exemple, dans NNMKD, ben vous aurez besoin de Stable Diffusion dans un format particulier qui est le format Onyx. Et donc, il va falloir trouver ou convertir votre Stable Diffusion en format Onyx. Alors, pour bien démarrer, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais en fait, bon, vous pouvez le télécharger directement, parce qu'il y en a sur Hugging Face, des formats Onyx, ou alors vous avez des utilitaires qui permettent en fait de transférer les trucs, parce que finalement, Onyx, c'est un format qui se veut universel, en fait, et qui veut faire la passerelle entre plusieurs formats de deep learning particuliers. Bon, ça encore, je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs de Onyx Mhm. il y a quelques temps. Mais bon, pour démarrer, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de vous préoccuper de tous ces trucs-là, surtout si vous avez du NVIDIA d'ailleurs. Donc pour bien démarrer, NMKD, par opposition aux autres interfaces comme Automatic ou comme FreeUI, c'est vrai que justement, il a l'air un petit peu limité, mais c'est aussi sa force d'être aussi un petit peu plus simple. Il n'y a pas de contrôle net, il n'y a pas de LCM pour l'instant, ça c'est un peu dommage, mais le logiciel accepte désormais les LoRa. Donc vous pouvez peut-être mettre le LoRa LCM, mais je suis pas sûr que vous ayez le sampler qu'il faut, vraiment. Je parle de la version 1.12, qui est la dernière que j'ai testée. Évidemment, ça va encore changer, hein. Si vous écoutez ça dans un mois, ça va probablement encore changer, mais voilà. Son principal atout, cela dit, c'est d'offrir une interface assez simple pour justement entraîner, donc voilà, pour justement faire vos images, donc je sais bien, et aussi pour entraîner vos LoRa. Parce que c'est une nouveauté désormais, NMKD permet, dès que vous avez 8 Go de RAM vidéo, d'entraîner vos propres LoRa, comme pour Stable Diffusion, comme j'en ai parlé pour Babuga avec les modèles de langage. Donc vous pouvez personnaliser votre modèle de Stable Diffusion avec vos images à vous, pour qu'il puisse faire des choses qu'il ne connaît pas. Donc à partir de quelques dizaines d'images, vous allez pouvoir intégrer de nouveaux concepts à votre modèle. Alors, un truc tout con, évidemment, ça peut être votre tête, hein. C'est tout simple, hein. Donc, admettons, le plus simple du simple, le plus simple, c'est les images ont toutes le même prompt, parce que, voilà, c'est votre tête, donc le prompt, c'est votre nom, quoi, tu vois, donc un truc très facile. Donc, vous mettez des images de votre tête dans diverses conditions, divers éclairages et tout, puis vous mettez votre nom, et puis après, avec 20 ou 30 images, vous mettez vous lancez un petit entraînement, et après, évidemment, il faut attendre un petit moment quand même, ça va prendre, selon votre truc, ça va prendre quelques heures. Et puis après, le modèle de Stable Diffusion que vous avez choisi va commencer à bien vous connaître. Et du coup, il va pouvoir commencer à vous reproduire. Il va pouvoir vous reproduire dans n'importe quelle situation. Et donc, s'il connaît votre tête, il va pouvoir vous faire à côté de Nathalie Portman, tu vois, il n'y a aucun problème. Ah, le rêve. L'interface est simple et claire, et c'est un ajout bienvenu, et vous pouvez rajouter, alors vous pouvez évidemment rajouter donc des personnages, des sujets, mais aussi des styles. Et voilà, tout ça, ça peut se faire de manière relativement accessible, hein, puisqu'il faut 8 gigaoctets de VRAM, voilà. Bon, à côté de ça, le logiciel et son interface sont largement les mêmes qu'auparavant. NMKD est toujours un bon moyen de démarrer, je trouve, hein. Hmm. Ok, on peut continuer du coup avec les autres actualisations, avec Avec Focus Focus, notamment. oui, avec Focus, bien évidemment. Alors un autre logiciel qui est super, qui était super pour démarrer, et qui, quant à lui, a beaucoup évolué, c'est Focus. Donc Focus avec 3 ou 1, il J'ai s'appelle envie de dire Focus. Focus, moi. Focus, exactement. Alors il est devenu beaucoup plus puissant, lui, par contre, hein. Il permet de faire très simplement des choses très complexes. Donc il s'installe toujours de la même manière, donc c'est tout automatisé. Donc voilà, vous téléchargez l'installateur, toujours pareil, ça vous installe une usine à gaz, mais bon, vous le voyez pas, vous en foutez. Vous héritez de 3 scripts exécutables pour des rendus esthétiques différents. Donc vous avez un rendu esthétique Focus, voilà, un rendu stylisé, un rendu réaliste ou un rendu stylé animé japonais. Donc de base, Focus va télécharger Juggernaut XL. On rappelle que Focus utilise que SDXL. Voilà, donc il est destiné vraiment à ce truc-là.
Et ils fonctionnent sur des GPU qui ont au moins 6 Go, voire 8 Go de VRAM. Voilà. Bon, si vous avez ça, vous pouvez vous amuser avec Focus très très bien, et ça c'est vraiment sympa. Donc, vous lancez donc l'exécutable que vous voulez selon le style que vous voulez, donc animé, réaliste ou esthétique, et ça va vous créer un serveur web sur le port 78-65, et ça affiche une interface ultra minimaliste, comme d'habitude, une interface donc, dans votre navigateur web, vous pouvez y accéder, c'est un site web, et donc c'est super minimaliste. Vous avez un champ pour le prompt, et puis c'est tout, quoi, globalement. C'est vraiment super, voilà, vous avez l'image, et puis c'est tout. Donc, vous avez toujours la cage Advanced à cocher, et ça vous donne accès aux réglages de taille, de style. Les styles sont encore plus nombreux qu'avant, il y en a des centaines, j'ai l'impression, c'est incroyable. Et chaque fois, il y a des exemples à chaque fois. Donc, si vous passez la souris sur un style, il vous met un petit chat avec le style, enfin un petit chat stylisé avec le style que vous pouvez choisir, c'est qui est vraiment pratique. Donc, petit tips, si vous utilisez le réglage de performance Extreme Speed, Focus va télécharger en coulisses un LoRa LCM, et ça va aller beaucoup plus vite. La Mais qualité c'est va s'en transparent, en ressentir. fait. Exactement. Donc le LCM, ça devient transparent sur Focus. La qualité va s'en ressentir, clairement. Bon, même en utilisant le réglage speed, vous aurez une bien meilleure image de qualité finale. En fait, le réglage speed utilise des samplers standards. Le réglage extreme speed va utiliser des samplers LCM. Et le réglage quality ne sert à rien. Voilà, soyons clairs. Parce que de mon point de vue, 60 itérations, je pense que c'est du placebo. Je vois pas l'intérêt. En tout cas, l'onglet modèle permet de mettre des LoRa, mais bon, en gros, ces réglages sont familiers, quoi. La plus grosse évolution de Focus, c'est la case à cocher Input Image, parce que là, ça devient vraiment du sérieux. Donc à la base, on a une option de prendre une image existante pour faire du image to image ou de l'upscaling, de l'inpainting ou de l'outpainting. Alors tout ça, c'est classique, on en a déjà parlé la dernière fois. Mais aussi, on a aussi une option Describe qui permet de créer un prompt à partir d'une image existante. En gros, ça fait ça ressemble à un exactement début de l'inverse. multimodalité, ça. Oui, si tu veux. En fait, ça fait l'inverse de la génération d'images. Tu fais du image to text. En fait, c'est très pratique pour démarrer, pour s'inspirer d'une image réelle, par exemple. Pour refaire un prompt pertinent, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Tu as une image que tu aimes bien, tu fais un prompt pertinent relatif à cette image, et puis effectivement, tu peux faire une image approchante avec ce prompt-là, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait dire au modèle si tu voulais reproduire telle image? Et dans quelle mesure est-ce que quand tu remets le prompt, enfin, selon les modèles, mais ça te refait une image vraiment proche, tu vois? Je me rends pas compte. C'est ça le truc, ça permet de démarrer en prenant une image en prenant le style ou le truc d'une image, en fait, comment tu pourrais décrire cette image, tu vois? Et donc, ça permet de démarrer pour ensuite itérer dessus. Enfin, en tout cas, le dernier onglet, c'est le plus important et le plus utile, c'est le image prompt. C'est comme ça que Focus va appeler tout un tas de techniques dont vous n'aurez pas forcément idée a priori de ce qui se passe sous le capot, mais qui sont toutes assez puissantes. Au début, il va d'ailleurs télécharger tout un tas de modèles additionnels pour vous permettre de contrôler vos générations par des images. Donc le image prompt, de base, se sert d'une image pour s'inspirer. C'est pas du image to image, parce qu'on ne part pas de l'image donnée qu'on envoie dans l'espace latent, dans l'espace du bruit, qu'on va débruiter, tu vois, mais on l'envoie plutôt dans l'espace des prompts, en fait. Il y a une espèce de traduction, en fait, quelque part. Enfin, je sais pas comment. Ouais. Le truc, c'est que les prompts, en général, c'est du texte. Donc ça va dans l'espace des prompts, qui est un espace où on transforme le texte, si tu veux, en une expression de concept que Stable Diffusion va utiliser pour générer ces trucs. Bon. Le image to image, c'est on fait des variations sur une image. Donc on prend une image, on l'envoie dans l'espace des images et on fait des variations sur cette image avec un prompt. Le image prompt, c'est on prend l'image et on le considère comme un prompt. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'image pour générer des concepts sémantiques qui sont non textuels. C'est comme si tu t'inspirais d'une image, mais que tu fasses pas des variations dessus, tu t'inspires de cette image. Ok. Alors, je sais que ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais... c'est difficile à concevoir, en fait. Enfin, je comprends le sens, mais c'est difficile de toucher du doigt exactement. Concrètement, si j'envoie une image d'une femme en robe rouge devant une pelouse, il va... ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas faire une variation là-dessus et modifier cette femme en particulier devant une autre pelouse. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'inspirer de ça et produire une image dans laquelle il y aura une femme avec un vêtement rouge, sans doute dans la nature ou devant un champ. Tu vois, c'est plus libre. La femme pourrait être dans une pose différente, le vêtement pourra être différent, mais il sera rouge. Et puis pourra être, ou alors si c'est une robe, elle pourra être dans une position différente, tu vois.
C'est plus D'accord. libre. L'image donne plus une ambiance. Commencez par ne pas mettre de prompt texte du tout et vous verrez. Parce qu'en fait, on peut très bien utiliser uniquement une image pour générer une autre image. Parce que Mmh. c'est une sorte de prompt multimodal en réalité. OK. Et en plus, on peut en utiliser plusieurs. C'est ça qui est assez cool. On peut utiliser plusieurs images comme prompt. Donc tout ça donne déjà une bonne couche de créativité potentielle supplémentaire. Ah oui. Mais la vraie puissance de l'outil se révèle quand on clique sur le Advanced du Input Image. Parce que là, ça devient du sérieux parce que on se rend compte que les 4 images qu'on peut envoyer peuvent être en réalité être utilisées de manière beaucoup plus précise, chacune. En fait, chacune peut servir à 4 fonctions. Un prompt sous la forme d'image, comme on vient de dire. Une fonction qui s'appelle Piracani, une fonction qui s'appelle Face Swap, et une fonction qui s'appelle CPDS. Alors, OK. évidemment, ça a l'air imitable. Piracani, c'est un contrôle net, en fait, qui prend les contours d'une image et qui les applique à la génération. Si vous mettez l'image d'une maison, on va prendre les contours de la maison et on va contraindre la génération d'image sur les contours de cette maison. Et au final, vous aurez la génération d'une maison qui sera rigoureusement au même endroit, qui aura la même taille, le même style, mais qui par ailleurs sera imaginée autrement en fonction du prompt que vous avez écrit, tout en conservant les contours. D'accord? Piracani, ça permet Mmh. donc d'exporter les contours. CPDS, ça fonctionne un petit peu sur la même idée, ça décolorise les images. Donc ça prend en gros une image en noir et blanc, et on va utiliser les silhouettes dans cette image en noir et blanc pour s'en servir, pour contraindre les formes plutôt que les contours. Tu vois, donc c'est une autre manière de contrôler la génération. Et le face swap, c'est l'outil idéal pour faire des images génératives de stars dans des situations originales, puisqu'il applique le visage qui se trouve dans une J'aime image à la j'aime ce que génération. tu entends par original. OK. Tu vois, bon. Non mais bon, bref. Évidemment, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez, mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, vous mettez un portrait d'Amber Heard donc dans votre image de prompt. Vous écrivez ce que vous voulez, vous voulez une femme cosmonaute, et bien vous avez Amber Heard en cosmonaute, tout simplement. OK. OK. Ce qui veut aussi dire que si vous générez, disons, au hasard, le portrait d'une influenceuse qui vous plaît, donc vous faites un portrait de femme, vous dites, je veux faire une influenceuse virtuelle. Bon, vous commencez par générer des portraits de femmes, si vous voulez, voilà, et puis vous avez trouvé une qui vous plaît, vous pouvez l'utiliser comme référence. Et après, en faisant du face swap sur toutes vos générations, vous pouvez avoir un personnage persistant, cohérent, dont vous pouvez par ailleurs contrôler la pose aussi. Par exemple avec Piracani. Ce qui vous permet, c'est comme ça en fait, que les gens font c'est en partie comme ça ou autrement. Enfin bon, c'est une manière de fabriquer effectivement des influenceuses virtuelles, puisque vous pouvez générer des gens qui ont toujours le même visage, etc., etc. Donc, vous pouvez d'ailleurs l'habiller différemment aussi. Comment vous faire l'habiller différemment? Vous la générez dans une tenue. Puis après, vous faites de l'in-painting, c'est-à-dire que vous effacez sa tenue, vous effacez uniquement les endroits que vous voulez modifier, puis après, vous mettez, je sais pas, si elle a un t-shirt rose, vous mettez, je sais pas moi, crop top noir ou ce que vous voulez, et puis voilà, la génération se fait uniquement là où vous voulez, donc vous faites de l'in-painting uniquement sur les roses habits, par exemple, tu vois. On Donc, sent toutes les possibilités que ça peut donner pour créer des comptes Instagram d'influenceuses oui, virtuelles et d'autres bien comme sûr, ça. mais c'est effectivement. Mm. Donc au total, vous avez 4 contrôles graphiques très puissants, en plus du prompt, pour générer votre image. Et tout ça de manière très simple. Avec une interface très claire, vous pouvez par ailleurs contrôler aussi la puissance de chacun. Et la génération sera du coup plus ou moins influencée par chacune des contraintes. Donc d'ailleurs, il peut être difficile de doser correctement les diverses influences pour savoir voir ce qu'on recherche. Parce que c'est marrant parce qu'il y a souvent des effets de seuil. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, les images sentent pas assez l'influence du truc. Et puis à partir d'un certain seuil, ça bascule et ça le sent beaucoup plus. Donc ce que je veux dire, c'est que l'influence n'est pas forcément proportionnelle à la valeur que vous mettez. Des fois, c'est un petit peu plus délicat que ça. Et faire les bons réglages, parfois, ça prend du temps, quoi. Voilà. Donc avec Focus, ça devient assez facile de produire de très belles images avec un haut niveau de contrôle. Et c'est, l'objectif totalement assumé, c'est d'être au niveau des fonctionnalités de Midjourney. Alors, comment il fait en coulisses? En coulisses, il utilise ce qu'on appelle des IP adapteurs, qui est une nouveauté par rapport au dernier épisode, je crois. Les IP adapteurs, je crois qu'on n'en a pas parlé du tout, je crois que ça existait pas à l'époque. Non, je crois Il me pas, semble pas. effectivement. Et on se rapproche de la multimodalité là pour le coup alors. Exactement, donc on va parler un petit peu des IP adapteurs qui sont par ailleurs utilisables dans dans tous les autres logiciels quasiment aujourd'hui. C'est un petit peu comme les control nets dont on a parlé la dernière fois, par contre, il me semble, ils permettent d'utiliser des images pour contrôler divers aspects de la génération. Néanmoins, ils sont un peu différents, ils permettent d'autres formes de contrôle. Alors, pourquoi IP adapteur?
IP, c'est IP. Mmh. IP pour Image Prompt. Propriété intellectuelle, voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas adresse IP. En fait, Mmh. IP, c'est pour Image Prompt, tout simplement. Mmh. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un IP adapteur? C'est un réseau adaptateur qui digère une image et qui en fait un prompt, mais un prompt non textuel. Avec cette manière de voir, on peut combiner un prompt textuel, un prompt d'image et des contrôles nets additionnels pour avoir toujours plus de contrôle sur ce qu'on veut faire. En fait, c'est tout simplement un prompt multimodal. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est un prompt avec une modalité supplémentaire. Donc on peut s'exprimer par le texte, on peut aussi s'exprimer par l'image, tu vois, c'est vraiment ça. On peut générer à partir d'un prompt à la fois image et texte. Par exemple, si je mets une tête de cheval en prompt toute seule, donc utiliser vraiment une tête de cheval comme prompt, et pas comme image de base, mais comme prompt, si j'utilise une tête de cheval comme prompt, on aura d'autres têtes de chevaux. Mmh. De chevaux blancs aussi. Si je prends une tête de cheval blanc, on aura des têtes de chevaux blancs. Mais elles sont différentes. Elles n'auront pas la même tronche que tu vois, elles ne seront pas identiques ou pas juste des petites variations. Ce sont juste d'autres têtes de chevaux blancs. Si je rajoute le texte cheval noir, j'aurai une tête de cheval noir. Si je rajoute avec un chapeau, on aura une tête de cheval avec un chapeau. Tu vois. Donc il y a des éléments qui viennent de l'image, il y a des éléments qui viennent du texte, et tout ça est unifié, si tu veux, dans la génération. Et en plus, on peut les combiner. On peut faire une sorte de fusion sémantique et stylistique de plusieurs images. Du coup, c'est infini. Les possibilités de ce truc sont absolument infinies. Et c'est très malin. Parce qu'imaginons qu'on veut changer un visage d'un portrait qu'on aurait généré. On peut faire de l'in-painting et écrire ce qu'on veut avec les IP adapteurs, on peut le montrer. Donc c'est plus simple. Donc il y a raison, parce qu'une image vaut plein de mots après tout, hein, c'est ce qu'on dit. Ah oui, ça c'est bien connu. Donc si on veut changer par exemple le visage d'un portrait, je sais pas, t'as un portrait photo, tu veux un visage crayonné. Eh ben, c'est simple, tu mets un prompt image crayonnée. Donc tu fais un in-painting, et au lieu de mettre un prompt en écrivant image crayonnée, ben, tu peux juste mettre une image, tu vois, pour montrer ce que tu veux, etc. Si ça marche avec l'in-painting, ça marche aussi avec le image-to-image en réalité. Donc on peut combiner les deux. Donc le image-to-image, donc ça permet, genre, à partir d'une image, de continuer le débruitage à partir d'une image et pas à partir d'un bruit. Ce qui fait qu'en fait, on va pas générer une image à partir de rien, mais on va faire des variations d'une image qui existe déjà. Et donc ça peut s'influencer avec un prompt textuel, mais avec les IP adapteurs, ça peut aussi s'influencer avec des images. Et les images, elles véhiculent beaucoup plus d'informations que le texte. Donc on peut demander des variations beaucoup plus complexes sur une image, qui garderaient les couleurs et la composition, mais qui changeraient complètement le sujet. Tu vois ? Le plus simple, c'est de garder cette image de prompt multimodal en tête, je pense. Les IP adapteurs sont utilisables avec toutes les interfaces. Hein. C'est particulièrement facile avec Focus, mais c'est aussi dispo dans Comfy UI. Même si c'est plus complexe à mettre en œuvre, il y a des nodes et tout, bien sûr, mais bon, pas si compliqué que ça. Les IP adapteurs sont spécifiques à une version de Stable Diffusion donnée, donc il faut faire attention à ça. Et en général, on a deux modèles qui opèrent ensemble. On a l'adaptateur lui-même, et on a un encodeur qui va digérer l'image. Puisqu'on a dit effectivement que on a envoyé l'image, on considère l'image comme un prompt, donc il faut la digérer, cette image, il faut la convertir quelque part. Donc on a un modèle pour convertir, et un modèle qui va s'occuper d'influencer la génération. Alors l'adaptateur, il va s'insérer dans le processus de génération pour l'altérer en fonction de cette image encodée. Donc c'est pour une adaptation simple de prompt graphique, on digère juste l'image en entier, et on fait un prompt. Maintenant, on peut aussi faire des trucs avec des visages. Ça, c'est plus subtil. Parce que ça veut dire qu'on va changer l'encodeur. On va pas encoder toute l'image de manière équivalente, en fait. Ce qu'ils ont fait, donc les gens qui ont fabriqué les IP adapteurs pour les face swap, donc pour les échanges de visages, ils ont emprunté un encodeur qui vient d'un moteur de reconnaissance faciale, de reconnaissance de visage. Ce modèle, il est spécialisé là-dedans. Donc ça veut dire qu'il a été habitué et entraîné surtout à reconnaître des visages, donc ça veut dire qu'il connaît très bien la structure des visages humains. Ce qui fait il sait ce qui fait qu'ils sont reconnaissables. Et du coup, c'est lui qui va encoder ça. Il va encoder la physionomie de quelqu'un. Et donc, on va injecter la physionomie de quelqu'un. Et donc, quand on va générer une personne, elle aura cette physionomie, tu vois. Donc, un autre modèle adaptateur entraîné spécifiquement pour, évidemment, pour correspondre à cet encodeur de visage, c'est lui qui va s'occuper d'altérer la génération. Et donc, altérer la génération des visages. Et c'est toujours comme un prompt, mais graphique. Mais un prompt super précis qui décrira super bien des visages. Et un autre effet intéressant de ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre des photos de gens connus ou des photos de gens que vous connaissez. Enfin, pas obligé même de prendre des photos de gens. Si vous voulez créer une femme chat, comme Elon Musk, parce qu'Elon Musk veut créer des femmes chats,
Et ben, ça devient très simple. Vous générez une image de femme avec un prompt, hein, vous dites, voilà, je veux une image d'une secrétaire sexy, par exemple, voilà, dans un bureau. Et puis après, vous prenez un IP adapteur avec un adorable tête de chaton, et puis vous réglez l'influence pour avoir l'hybride que vous préférez, et puis vous avez une secrétaire chat. Et d'ailleurs, c'est la cover du... Voilà, c'est évident comme ça que j'ai fait la cover de l'épisode, hein, qui n'est pas parfaite, hein, on voit très bien d'ailleurs que les lunettes sont pas parfaites, etc. Mais ça vous donne une idée, si vous voulez, Enfin voilà, si vous voulez faire des personnages de Cats, c'est vraiment très facile avec ce genre de truc, par tout à exemple. fait. Ouais. Ah, c'est quand même remarquable. J'imagine qu'en matière de créativité, ça offre beaucoup de possibilités, c'est clair. Ok, excellent. Tu voulais nous reparler de ton chouchou un peu Comfy UI? Oui, mon chouchou, c'est vrai. C'est vrai. On l'a bien compris. C'est vrai, oui. Comfy UI qui n'a pas énormément changé en surface, hein, toujours cette interface à base de Node qui est super puissante, super versatile et qui est aussi assez rébarbative au début. Si on est allergique aux connecteurs et aux spaghettis, c'est vrai que c'est un peu... Bon, pourtant, c'est toujours celle qui est la plus légère et la plus rapide d'interface. Et toutes les bonnes choses sont en premier disponibles sur Comfy UI. Il a été compatible avec tout le monde, avant tout le monde, avec les LCM, avec SSDMB, avec Stable Video Diffusion, dont on reparlera un petit peu juste après. Et bon, bien sûr, elle est compatible avec les IP adapteurs, forcément, hein, un plugin indispensable pour Comfy UI, à mon avis, pour commencer. Si vous voulez vous amuser avec des fonctions avancées, c'est le Comfy UI Manager. Alors, vous avez le lien dans les notes de l'émission, sur GitHub, pour télécharger Comfy UI Manager. Alors, il faut installer Git. Donc, vous allez installer Git, c'est très facile, hein, vous cherchez sur Google Git. Vous allez installer votre Git. C'est pas nécessaire pour télécharger Comfy UI Manager, mais après, il s'en servira pour faire les mises à jour de tous les modules, etc. Donc, de toute façon, il faut l'installer. C'est pas vrai, c'est pas bien cher, hein, mais c'est gratuit, évidemment. Et donc, ça vous fait un custom node, hein, c'est ce que vous appelez un nœud, voilà, un nœud personnalisé, un custom node. Et votre custom node, en fait, ce qui est bien, c'est que ce custom node, il va vous permettre d'en installer plein d'autres, et de manière extrêmement facile. Si tout se passe bien, donc une fois que vous aurez fait votre git clone, comme c'est marqué, ne vous inquiétez pas, sur la page de Comfy UI Manager, vous faites votre git clone de l'adresse, voilà, dans votre dossier Comfy UI custom node, et bon, vous allez avoir donc deux nouveaux boutons, quand la prochaine fois que vous lancerez votre config. Vous allez avoir Manager et Share. Et Manager, il vous permet plein de choses. Donc d'installer des custom nodes très simplement, et des modèles, donc des nouveaux modèles de deep learning, hein, qui pourraient être utilisés à plein de trucs différents. Et ça sans quitter l'interface et en quelques clics. Si vous téléchargez un workflow, sur Internet, voilà, vous allez voir sur YouTube plein de tutos, vous allez télécharger votre workflow, il utilise des custom nodes que vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Il va aller les chercher tout seul. Install missing custom nodes, il va les télécharger tout seul. Donc il y a un nombre considérable de nodes qui sont très utiles et que vous pourriez installer, il y en a même de plus en plus. C'est là que vous pouvez installer des préprocesseurs, pour les control net par exemple, qui sont extrêmement utiles. Alors les préprocesseurs, ils sont inclus dans Automatic 1111, il faut les télécharger dans Comfy UI. Qu'est-ce que c'est qu'un préprocesseur ? C'est tout simplement quelque chose qui va prendre une image et qui va extraire les données qui seront utiles pour certains control net. Un exemple très simple, hein, si vous voulez utiliser les bords d'une image pour contraindre votre génération à vous faire la maison que vous voulez, comme on disait tout à l'heure, hein, vous voulez une image de maison, vous cherchez les bords de la maison, et vous voulez une maison qui a la même gueule, la même silhouette, avec les mêmes bords, mais une maison différente. Bon, pour ça, vous allez utiliser un contrôle net, mais évidemment, vous allez devoir extraire les bords. Et donc, en fait, c'est là que les préprocesseurs entrent en scène. Les préprocesseurs, ce sont eux qui vont prendre l'image, détecter les bords et envoyer les bords dans le contrôle net qui va, lui, obliger Stable Diffusion à respecter ces bords-là. Donc, les contrôles nets sont passés en version 1.1 depuis la dernière fois, hein, donc voilà, il y en a plein de nouveaux. Alors évidemment, vous pouvez extraire les bords, vous pouvez utiliser la profondeur aussi, donc il faut des préprocesseurs pour la profondeur, si jamais vous voulez, par exemple, la même composition qu'une photo particulière ou ce genre de choses. Il y a de nouveaux contrôle net pour la segmentation, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Il y a LineArt. Donc LineArt, ça extrait les lignes de force, donc les contours, mais c'est plus précis que Canny. Il y a Softage qui prend en compte les bords, mais plus soft, tout simplement. On a la profondeur, on a les normales, c'est-à-dire la rugosité, la texture, et la forme des surfaces, les courbures, ce genre de choses. Et la segmentation. Alors, la segmentation, c'est la segmentation, quoi. C'est-à-dire que vous segmentez l'image en diverses zones qui ont un sens différent. Donc, par exemple, vous avez une zone avec un arbre, une zone, c'est l'herbe, la zone, c'est le ciel, la zone, c'est la lune, etc. etc. Et donc, vous faites cette segmentation une fois, voilà, et admettons que vous vouliez
la même composition dans votre génération, ben voilà, avec la même zone arbre, la même zone herbe, la même zone ciel et une lune, ben vous injectez cette segmentation dans un contrôle net, et après vous allez pouvoir générer une image qui sera totalement différente de l'image de départ, hein, mais qui aura un arbre au même endroit, de l'herbe au même endroit, la lune au même endroit, etc., etc. Il y a aussi des contrôles nets pour la pose, qui avaient déjà d'ailleurs à l'époque du dernier épisode, mais qui sont désormais capables de tenir compte de la position des mains et des visages, donc, et de l'expression des visages, donc ça veut dire que vous pouvez avoir plus de contrôle sur la position des mains, etc. Et on a également le style, qui fait penser à un IP adaptateur d'ailleurs, un petit peu. Et donc chaque contrôle net prend une image en entrée, et l'utilise pour guider la génération. Et donc cette image, ça peut être une image en niveau de gris pour la carte de profondeur par exemple, cette image, soit vous l'avez directement, hein, soit vous pouvez l'extraire à partir d'une image référence par un préprocesseur. Donc voilà, vous pouvez installer ce genre de trucs, qui sont super utiles. Voilà, donc donc les préprocesseurs, on en a parlé. Il y a aussi un autre contrôle net qui est particulièrement ambitieux et assez impressionnant quand il marche bien. C'est Instruct Pix2Pix, dont j'ai parlé d'ailleurs il y a pas longtemps dans un épisode hebdomadaire, parce que c'est la même idée que MG, le dernier modèle d'Apple, le dernier modèle pour modifier les photos d'Apple dont on avait parlé. Alors, Instruct Pix2Pix, comme son nom l'indique pas super clairement, hein, mais enfin un petit peu quand même, c'est donc on donne des instructions pour transformer une image en une autre image. Instruction picture to picture. Bon. Un exemple super simple, hein, vous prenez une image d'une femme brune, et vous donnez le prompt, enfin vous écrivez dans le prompt, rends-la blonde. La génération, ça vous fera la même femme, mais blonde. Si vous voulez qu'elle ait d'une lunettes de soleil, même tarif, hein, voilà. C'est magique. C'est Photoshop automatique. Alors, quand ça marche. Non, c'est pas aussi magique que ça tout le temps, malheureusement. La qualité de la génération est parfois pas idéale. Les jonctions, tu vois, les jonctions entre ce qui a été généré et le... Comment dire parce qu'il va rajouter des éléments, mais il va essayer de préserver au maximum l'image d'origine. Et donc, parfois, il va y avoir des jonctions qui sont pas parfaites, mais bon. Voilà. Perso, je trouve que c'est incroyable que ça existe, juste, mais bon, voilà, ça marche plus ou moins bien, mais enfin, ça peut marcher pas trop mal, pour des trucs assez simples. Et bon, voilà, après, si vous voulez des trucs plus compliqués, il faudra utiliser MG quand Apple l'aura intégré, je pense, à son OS. Et bon, pour finir, si vous voulez utiliser les IP adapteurs sur ComfyUI, c'est assez simple aussi, hein. Il faut installer les nodes ComfyUI Adapter Plus dans le manager. Et il faudra aussi 2 modèles, au moins, pour commencer. D'une part, comme on a déjà dit, hein, il faut 2 modèles. Il y a le modèle IP Adapter proprement dit, adapté à SD 1.5, par exemple, si vous voulez utiliser Stable Diffusion 1.5. Et d'autre part, vous aurez besoin d'un modèle qui va digérer l'image. Et ce modèle, ça va être Clip Vision. Donc Clip Vision, c'est un modèle qu'il va falloir installer par ailleurs. Donc parmi les nodes installés, vous en aurez un qui va devoir se charger de charger les modèles Clip Vision en mémoire, un autre qui va charger le modèle IP Adapter en mémoire, et un autre qui va appliquer l'adaptateur au modèle Stable Diffusion. Et vous allez en fait concrètement utiliser un autre modèle pour en générer votre image. Un modèle qui a été altéré par l'IP Adapter, qui sera modifié donc par ce fameux node Apply IP Adapter. Pour les visages, ce sera la même chose, sauf qu'on sélectionne un autre modèle IP Adapter qu'il faut télécharger par ailleurs. Hein. Par exemple, le Full Face SD 1.15. Et voilà. Et on peut faire plus subtil, mais bon, déjà pour commencer, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà, vous pourrez essayer de tester ce genre de truc. Alors, on pourrait parler aussi d'Instant ID, hein, dans le même genre. Instant ID qui est pas... Alors, Instant ID qui est pour l'instant pas vraiment une composante de ComfyUI, mais qui est pour l'instant en fait un autre logiciel, un logiciel dédié. Donc, on en avait parlé dans un épisode hebdo, Instant ID, on l'avait évoqué, évidemment, quand on avait parlé du scandale Taylor Swift, parce que Instant ID, c'est une autre manière qui est aussi assez simple et assez puissante, hein, de changer des visages. Donc, en gros, vous donnez une image de référence, vous donnez une image donc pour le visage, hein, évidemment, et puis vous allez donc vous donner un prompt et ça vous donne la même personne, mais dans une autre position, dans une autre situation. Instant ID, vous pouvez l'installer. Alors, vous pouvez l'installer en propre, c'est-à-dire qu'il faut l'installer, c'est un autre logiciel, vous avez le lien dans les notes de l'émission si vous voulez. Ça va vous produire une interface web qui sera assez simple en réalité à utiliser. Bon, en coulisses, il va installer tout un gros bordel avec plein de modèles différents, mais une fois installé, c'est assez simple à utiliser. Alors, il y a un custom node pour ça aussi pour l'instant avec ComfyUI, mais c'est pas encore complètement officiel aux dernières nouvelles, et donc c'est un peu plus compliqué.
Mais vous pouvez installer le truc par ailleurs, voilà, si vous avez une carte graphique assez puissante pour le faire tourner, quoi. Excellent. Bon, bah, si ça convainc d'utiliser tous ces outils, on peut continuer, Guillaume, avec les derniers éléments et qui nous rapprochent doucement mais sûrement peut-être de l'avenir de la génération de l'image, mais l'image animée, la vidéo. Bah, oui, alors, et on va conclure évidemment, je pense, avec Stable Diffusion Video, enfin Stable Video Diffusion, Ouais. évidemment, what else. Enfin, le temps que cet épisode soit préparé, il est déjà passé en version 1.1. Non, mais vraiment, hein, pour les deux d'ailleurs, hein, pour les LLM comme pour Stable Ouais, Video c'est Diffusion, j'ai dû vraisemblable. modifier pas mal de trucs au fur et à mesure Ouais, parce ok. qu'il y a des trucs qui sont sortis entre temps, quoi. Et bon, Stable Video Diffusion, ça permet d'animer n'importe quelle image fixe. Un petit peu comme Pika Labs à ses débuts, il fait de petites séquences qui font de 14 ou 20, enfin, ils font 14 ou 25 images selon le modèle standard ou XT. D'ailleurs, je sais même pas si le modèle 1.1 existe en version standard, mais bon, bref, voilà, on va dire que ça fait 25 images, ça pond 25 images, en résolution nominale de 576 par 1024. Ah non, pardon, 1024 par 576. Donc Mhm. vous lui donnez une image, et puis il va réfléchir, et puis il va vous pondre une petite animation de 25 images, voilà, à partir de celle-là, quoi. On va être honnête tout de suite, vous attendez pas à des merveilles. C'est C'est pas vraiment encore moyen. ça. Ok. Ouais, c'est très moyen. C'est presque rassurant quand tu me dis ça, tu sais, ça donne l'impression que non, ça va pas tellement vite que ça y est, tout est Non, réglé, non, quoi. Ok. franchement, bon, alors, ce sont des clips très courts, bon, ok, Mhm. un peu moins courts qu'il n'y paraît parce que on n'a que 25 images, mais en réalité, le modèle produit des animations à 6 images par seconde. C'est-à-dire que dans son Ah esprit, oui. il fait, voilà, c'est du 6 images par seconde. Donc en fait, quand il fait 25 images, c'est pas une seconde, mais c'est, voilà, bon, bref, Ouais, c'est c'est 25 4 sur 6, secondes. quoi. Ouais, ok. Donc on peut faire passer tout ça dans un modèle d'interpolation temporelle, d'ailleurs, Ah oui. pour justement, comme il fait du 6 images par seconde, il existe des modèles d'interpolation temporelle, donc en gros, qui rajoutent des images entre les 1 et Mm. des Et images qui du interpolées. coup garde la cohérence, si tant est qu'il y avait de la cohérence avec les Exactement. premières images générées. Ouais. Et en fait, en combinant les deux, on peut avoir 2 ou 3 secondes de vidéo fluide, Ok. qui, voilà, des vidéos, voilà, toutes les vidéos que vous voyez générées sur YouTube et qui sont super fluides comme ça, elles sont passées dans ce genre de logiciel additionnel qui permet de rajouter des images, quoi, hein, qui Mhm. font du DLSS 3, quoi, on va dire, mais bon, voilà, pas en temps réel. Et la plupart des images sont upscalées aussi, d'ailleurs. Donc souvent, on fait aussi un upscaling pour avoir des trucs un petit peu plus gros. En particulier pour passer au 1080p, hein, parce que voilà, vous voyez bien que l'image, c'est du demi-1080p, en fait. C'est 4 fois plus petit. Par contre, pour ce qui est de la qualité, de toute façon, la qualité de la génération, il faut vraiment pas vous attendre à des miracles. À la base, vous fournissez qu'une image. Donc le modèle va devoir inférer le mouvement à partir de la nature de l'image. Ce qui veut dire qu'il va animer ça exactement comme il veut. Enfin, comme il imagine que ça pourrait être possible. Alors parfois c'est logique, parce que parfois, bah oui, une fusée au décollage, bah oui, on sait bien comment ça bouge, hein, ça va vers le haut, bon bah voilà, tu vois, il n'y a pas trop de... Bon, ça va. Pareil pour un hors-bord. Un hors-bord sur l'eau, bon ben voilà, il n'y a pas de souci, le hors-bord il va avancer, il va faire des... Tu vois, enfin l'eau va bouger, il va... Voilà, ok, il n'y a Ouais. pas de problème. Mm. Pour les objets inanimés, comme des voitures, c'est un peu plus... Voilà, on sait pas trop. Soit c'est des voitures qu'il va imaginer rouler, soit il va faire des travelling. Il va beaucoup aimer faire des travelling, en fait. Donc il va tourner ou, tu vois, faire des travelling autour du sujet. Il va bien aimer faire ça. Mais si le mouvement est ambigu, bah, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Donc un visage, par exemple, typiquement, c'est difficile. Parce qu'un visage, ça peut faire une infinité de mouvements. Tu peux pas savoir à l'avance ce qu'il va faire un visage. Est-ce qu'il va... Je sais pas, il va sourire, il va cligner des yeux, il va tourner la tête, qu'est-ce qu'il fait? Tu peux pas savoir. Mhm. Et en plus, le mouvement choisi, ben, il n'est pas toujours constant. Donc la cohérence temporelle n'est pas vraiment optimale. Donc ça peut amener des animations qui sont incohérentes, des vidéos qui sont déformées, qui sont parfois cauchemardesques. Vous êtes prévenus, ça peut vraiment être flippant. Sans déconner, hein. Il y a des fois, ça donne vraiment des trucs, ouh là là, c'est bon. Non, non, mais franchement, il faut avoir vu un petit chaton comme ça, avec des yeux Ah, exorbités, énormes, qui... arrête. Non, c'est vraiment... Ouais, c'est très très bizarre. Oh. Donc il faut le savoir, ça marche, mais enfin, il faut quand même faire un gros tri dans les générations. Alors la version 1.1 est un petit peu meilleure, mais franchement, c'est pas non plus incroyable. Alors les vidéos, alors la vidéo évidemment, bah, générer de la vidéo, sans surprise, hein, c'est aussi plus long que pour générer des images, et ça consomme plus de mémoire vidéo. Donc vous pouvez pas faire ça sur un simple CPU. Là pour le coup, le CPU vous oubliez, hein. Si vous n'avez pas de GPU, vous oubliez. Si vous avez une petite GPU, vous oubliez. Il faut 8 Go de VRAM minimum. Et après, oui, là, ça devient possible. Donc la vidéo générative est accessible au grand public, hein, parce que bon, avec une 2060 super, vous pouvez générer des trucs. Mais c'est encore assez balbutiant quand même, hein. Alors techniquement,
Bon, bah, c'est du image to vidéo. Vous pouvez pas faire de texte to vidéo, mais enfin, en réalité, c'est complètement idiot parce que si vous voulez faire du texte to vidéo, bah, vous générez une image et après vous l'envoyez Ouais. dans image to vidéo, puis bah, ça vous fait une vidéo, quoi. Mhm. Donc ça, c'est très simple. Donc on peut pas demander de mouvement particulier, par contre. Et donc il n'y a pas de contrôle sur ce qui est généré, et ça, c'est vraiment très limitant. Franchement, enfin, moi, je trouve que pour l'instant, je trouve que c'est vraiment trop limitant. Alors, vous pouvez télécharger les modèles via le manager, donc sur ComfyUI Manager, bien entendu, ou bien sur Hugging Face. Ou bien sur CVTI d'ailleurs, parce que sur CVTI, il y a aussi les modèles en version 1.1. Donc, bon, bah, c'est comme vous voulez, honnêtement, vous avez l'embarras du choix. Alors, il y a des nodes qui sont déjà intégrés à ComfyUI par défaut, désormais, donc c'est vraiment très facile. Si vous voulez démarrer, c'est extrêmement simple. Alors, je sais qu'il y a d'autres manières de le faire, probablement, si vous êtes allergique à ComfyUI, mais honnêtement, ComfyUI, c'est très facile parce qu'il y a un sampler spécial qui est tout intégré. Il y a des décodeurs qui vont bien, il y a un conditionneur spécial. Mais en fait, le plus simple, c'est partir de l'exemple qui est fourni sur le site de ComfyUI. Et en fait, ça suffit largement pour commencer. Hein. Vous allez sur ComfyUI Anonymous, les exemples vidéo, et vous avez le truc tout prêt. Il suffit de charger votre propre image, hein, tout simplement, après de lancer le truc, et puis il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'est assez simple avec ComfyUI de démarrer avec Stable Diffusion vidéo. Après, bien entendu, il y a, si vous voulez faire de l'upsampling, et puis si vous voulez faire de l'interpolation d'images, etc., il faudra passer par d'autres trucs. Bon, ça fonctionne, encore une fois, il faut faire un gros tri, il ne faut pas vous attendre à des miracles, hein. Mais bon, en faisant avec de la patience, vous pouvez quand même animer des trucs, et vous pouvez faire des petits montages de quelques dizaines de secondes, et c'est déjà Ça reste des. incroyable de pouvoir Mm. le faire sur un PC standard, quoi, hein. Enfin, Ouais, non, disons, c'est sur un sûr. PC, Mm. tu vois, un Mm. PC de joueur modeste, on va dire. Sur une ressource accessible pour le grand public aujourd'hui, quoi. Mais c'est sûr qu'on sent hein, que ça bute un petit peu et on a hâte que ça puisse avancer. J'ai l'impression que c'est quand même pas demain la veille parce que ça demande des enjeux de cohérence et en même temps de variation dans l'image qui sont assez compliqués à Bah, inventer, quoi. Enfin, Lumière résout ça pas trop mal, hein, en réalité, hein. ouais, ok, Lumière ok. de Google, donc le modèle de génération vidéo de Google, le dernier, donc qui s'appelle Lumière, dont on a parlé dans un hebdo, si vous n'avez pas, Mhm. si vous avez pas écouté l'épisode, honnêtement, il s'en sort vraiment très très bien, parce qu'il fait une génération spatio-temporelle, en fait, directement. Mhm. C'est-à-dire que je pense que Stable Diffusion Video fait des keyframes, c'est-à-dire il essaie de rester cohérent sur des images clés, et après il fait des interpolations, je pense. Alors que Lumière, lui, fait une génération qui est brutalement spatio-temporelle. Donc il génère Ok. le tout d'un bloc. Et ça marche pas mal du tout, hein. Par contre, Mhm. la question qui se pose, et que je connais pas, parce que c'est pas open source, je crois, Lumière, et j'ai pas du tout vu les modèles, je sais que je ne sais pas à quel point ça demande beaucoup plus de puissance qu'un Stable Diffusion vidéo, qui, encore une fois, se contente d'une configuration très modeste, quoi. Mhm. Mhm. Écoute, excellent. Est-ce qu'on a fait le tour du coup en actualisation de Stable Diffusion? Alors, on n'a pas fait le tour de tout, hein, mais Non, certainement non, pas. Mais mais bon, de ce voilà, que il y tu a avais prévu de l'essentiel. partager pour cet épisode, en tout Oui, cas, je pense évidemment. qu'on a fait le tour de l'essentiel. On a aussi pu parler de Invoke AI, qui adopte un petit peu la voix de ComfyUI, et qui fonctionne désormais sur Mac, sur Mac M1 d'ailleurs, Ah, qui est ok. très très bonne nouvelle pour les C'est bon à possesseurs de savoir ça. Mac. Bon alors voilà, vous l'avez bien compris, hein. Vu la longueur de cette mise à jour, de ces mises à jour, de ces patchs, on dirait des patchs de Call of Duty tellement c'est gros, Oh, hein. Tout ça, j'avoue. tout ça se développe super vite, c'est très foisonnant. En fait, non seulement ça ralentit pas, mais ça accélère, hein. Parce qu'en fait, il y a une nouvelle technique apparaît, et cette nouvelle technique ouvre la porte à d'autres techniques, en réalité. Hmm. Et l'immense majorité de tout ce dont on vient de parler est open source. Peut-être même tout, d'ailleurs, dans Stable Ouais, Diffusion. c'est. Tout est open source. Donc des Hmm. applications qui viennent d'articles de recherche, hein, qui passent à la pratique en quelques semaines. C'est absolument inouï. Et au moment où vous écouterez cet épisode, il y a gros à parier qu'il y a encore d'autres nouveautés, et d'autres mises à jour à faire. Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres formats mis à jour comme celui-ci, parce que ça devient trop arborescent, Hmm. ça devient trop riche en réalité. Ça risque de plus être possible de faire des mises à jour vraiment sur un truc qui devient aussi Hmm. riche que la génération d'images ou les LLM, parce que ça Ouais, bien explose, sûr. tu vois. Hmm. Hmm. Euh, il faudra Et en probablement même se temps, dans la focaliser. pratique et dans l'approche de ce que je suis, ça change pas fondamentalement. Tu vois, encore une fois, le fond du fonctionnement. L'approche que tu avais eue quand tu as construit les dossiers au départ, elle était aussi de dire, c'est aussi une manière de comprendre comment ça marche. Et quelque part, le comment ça marche fondamentalement dans les grandes Non, lignes, ça il a pas change pas vraiment, beaucoup. non, pas ça a pas trop changé, non, non. Donc, ok. Si tu veux,
peut-être qu'on pourrait se focaliser plus sur des logiciels en particulier, tu vois, je sais pas. Mmh. On Notamment verra, s'il y mais a des bon, questions de la part des auditeurs qui nécessitent de creuser un des sujets que tu as déjà abordés, éventuellement ça peut être cool. Oui, Ouais. oui, Mmh. bah, de toute façon, bien sûr, après, voilà, on n'a pas parlé de... Il y a plein de trucs, bon, bah, tiens, on pourrait pu parler, par exemple, de génération 3D, bon, que j'ai pas trop regardé, mais qui commence aussi à devenir possible. Il y a un plugin pour Blender, d'ailleurs, qui permet de faire d'utiliser Stable Diffusion dans Blender. Tu fais une image simple, et puis tu peux la transformer en image complexe avec un prompt, tu vois, par exemple. Donc Ah ça permet ouais, oh la vache. d'assister le rendu. En réalité, tu peux faire un rendu qui coûte rien en termes de 3D, et qui est après modifié par l'IA. Tu vois, voilà, il y a gros à parier que ce truc passe à la vidéo aussi, tu vois. Tu peux faire un storyboard simple en 3D, puis après, la séquence finale, elle est calculée par l'IA. Pas avec un truc qui ressemblerait à un outil comme celui de Gen 1, tu vois, par exemple. Ce serait génial que ce genre de truc arrive aussi Ah ouais. en open source. Alors, il y a des trucs il y a des trucs comme AnimateDiff qui permettent de faire du transfert, de faire des transferts de vidéos, voilà, de faire des vidéos génératives à partir d'autres vidéos, si tu veux. Bon, j'ai pas vraiment tout essayé non plus, hein, on va pas exagérer, je peux pas tout essayer, mais voilà, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants, qui évoluent aussi. Et puis il y a des modèles pour le son également, donc j'ai testé quelques logiciels de génération musicale et de clonage de voix, par exemple. Bon voilà, peut-être qu'il faudra peut-être en parler avec un truc comme TTS Web UI, par exemple, qui pourrait être prometteur, tu vois. J'ai Ça moins peut en étudié le plus être. sujet, mais il y a encore pas mal de trucs et pas mal de matières. Il y a pas mal de trucs qui vont encore probablement s'améliorer, quoi. Et concernant le son, ce serait évidemment beaucoup plus approprié à du podcast, du coup, parce qu'on pourrait peut-être faire écouter des choses. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Surtout, on a besoin de vos retours. Le message est très clair. On a besoin de vos réactions, de vos commentaires, de vos messages. Et pour ça, il y a plein de manières de le faire, évidemment, dans les commentaires sur techcafé.fr, que ce soit aussi sur le serveur Discord de Tech Café, avec le raccourci qui est tout prêt, tout clé en main pour vous, techcafé.fr/Discord. Si jamais le travail de Guillaume Poggi-Aspala autour de la préparation de ces épisodes et la restitution qui peut vous en être fait en audio et la mise à disposition en podcast vous convient, vous intéresse, vous plaît, vous permet de faire croître un petit peu vos connaissances, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et bien entendu, si vous voulez témoigner plus individuellement auprès de Guillaume de vos avancées dans vos expérimentations avec les modèles de langage sur votre ordinateur ou des déclinaisons de Stable Diffusion sur votre propre PC, tu vas pouvoir nous dire, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, moi je crois que je vais essayer de me faire une mise à jour de TTS Web UI pour essayer de cloner ma voix et me faire chanter comme un crooner. Oh, Et c'est crois-moi, il y a beau du ça. boulot. Oh, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des choses magnifiques, Guillaume. Le clonage Et de ça, voix, c'est un truc qui m'intéresse aussi, mais bon. il va falloir qu'on creuse. Il y a, il y a- il y a- il y a peut-être des choses à faire. Ah bah, c'est pas comme si tu avais du matos en plus pour toi avoir du contenu pour ta voix. Et derrière, peut-être d'avoir des petits cadeaux bonus derrière les épisodes. Tenez-vous prêts, hein. Tôt ou tard, il y aura un épisode où il y aura un segment du podcast qui sera généré par intelligence artificielle. Le premier qui l'identifiera aura gagné toute notre gratitude et notre reconnaissance. Allez, merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, mais tout bientôt, bien entendu, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.